Restez connectés sur Diaspora Interaction pour pouvoir avoir toutes les nouvelles et bien sûr toutes les actualités dans la province de Québec. Chers spectateurs, bonjour et bon été à ceux qui sont dans le cadre de l'été et du soleil. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans les bureaux du maître BMS, avocat, à savoir Bahati Mouvanira Serge, notre consultant et notre partenaire en immigration, qui va nous parler d'un sujet très important aujourd'hui. Maître, je me rappelle le 7 juin, ici au Québec, à Québec, dans la ville de Québec, il y a eu un grand rassemblement de personnes issues de toute la diversité culturelle de Québec. Il y avait plus de 1000 personnes, je dirais même plus de 2000 personnes, qui manifestaient et protestaient contre la discrimination systémique et la discrimination de tout genre ici dans la province de Québec. Ma première question, quel est vraiment le lien entre la discrimination raciale et l'immigration? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai lien? Parce que dernièrement, même on voyait à Lévis, il y avait eu un cas de discrimination. Maître, ma question, quel est le lien entre la discrimination et l'immigration? Merci encore Florent, bienvenue dans nos bureaux BMS. Écoutez, j'étais moi-même présent. Et la discrimination en ce siècle, le XXIe siècle, n'a pas sa place. Surtout dans un État comme le Canada, où plusieurs structures, plusieurs institutions ont été mises en place pour garantir ce que la Charte canadienne appelle le droit à l'égalité. Ce que aussi la Charte québécoise a consacré dans ses articles 10 et suivants, le droit aussi à l'égalité. Avant que je ne fasse le lien entre l'immigration et la discrimination, je vous dirais qu'il n'y a pas plus, excusez-moi le terme, il n'y a pas plus dégueulasse que de se sentir être discriminé. Et comprenez là que ça peut être une discrimination d'un noir vers un blanc, d'un noir vers un chinois. Ça peut être aussi l'inverse, un blanc vers un noir, un chinois vers un noir. Alors, toute forme de discrimination n'a pas lieu d'être. Et toutes les lois, quand on parle d'immigration, ce n'est pas parce que vous êtes un étranger, que vous êtes un visiteur, que vous êtes un résident permanent ou que vous n'êtes pas citoyen canadien, que vous êtes une personne humaine de seconde catégorie. Il n'y a rien à voir entre la protection de droits individuels, c'est-à-dire la personne elle-même, puisque toutes les lois ne font référence qu'à tout être humain, que ce soit la Charte des Nations Unies, que ce soit la Constitution du Canada, que ce soit la Charte canadienne, que ce soit la Charte québécoise. On parle de toute personne ou tout individu ou tout humain. Alors, ça n'a rien à voir avec votre statut. Vous avez à être traité en toute égalité. Alors, vous avez dans les deux instruments qui sont le plus souvent utilisés, le droit à l'égalité, évidemment, il y a certains critères de discrimination. C'est-à-dire la race, là je suis dans la Charte canadienne, ils reprennent à l'article 15, la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les différences mentales ou physiques. Ils vont un peu loin. À Québec, ici, eux, ils ont repris à l'article 10 de la Charte québécoise, la Charte des droits et libertés de la personne, la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap. Comprenez que, et je ne sais pas si ça parle d'immigration. On ne parle pas d'immigration ou de votre statut d'immigrant. On parle des caractéristiques qui sont rattachées à la personne. Donc, en tant qu'immigrant, vous avez droit à la protection de la loi. Et vous devez être protégé en tant que personne humaine. Vous n'êtes pas un sous-homme parce que vous êtes d'une catégorie d'immigration inférieure. Je comprends très bien tout ça et je comprends qu'il y a une différence entre le fait d'être un homme complètement et naturellement constitué et être discriminé à cause de ce statut-là. C'est bien ça? On est humain, on ne n'est pas résident permanent ou citoyen. Alors, Parfait. Moi, je suis ce que je suis. Parfait. Et le complément n'est pas forcément ce qui influence les avantages qui sont liés à mon être humain. Ben, aujourd'hui, vous venez de faire une démonstration du cas de la relation entre la discrimination et l'immigration. Maintenant, j'aimerais vous demander, maître,
Aujourd'hui, on constate, en tout cas, beaucoup de personnes le déclament, une brutalité policière. Est-ce que tout immigrant, aujourd'hui, qui a peut-être organisé, assisté, ou peut-être directement ou indirectement contribué à la réussite d'un événement, d'un soulèvement contre cette discrimination, pourrait être poursuivi ou bien alors pourrait être attaqué par la police? Bref, ma question est aussi simple que ça. Quel est le recours qu'un immigrant a par rapport au fait d'avoir été peut-être poursuivi à cause de sa contribution? Vous savez, dans votre question, Florent, il y a un aspect statut, c'est-à-dire un immigrant. Il y a un aspect policier, c'est-à-dire qui représente la force publique. Et il y a un aspect organisé d'une manifestation. Alors, il faut toujours savoir que toutes les manifestations, nous sommes dans un état de droit. On n'est pas dans une société bananière ici comme dans n'importe où. Il faut que toute manifestation soit organisée dans les limites de la loi. Alors, si vous avez respecté la loi, évidemment, vous avez le droit de manifester quand vos droits sont brimés. Je viens de vous dire qu'un immigrant, ce n'est pas un humain de seconde catégorie. Alors, un immigrant peut tout simplement dire que je ressens une certaine discrimination ou tout simplement un abus de pouvoir de l'État de part des policiers. C'est qui lui donne le droit de pouvoir manifester, également de faire reconnaître ses droits qui sont reconnus et consacrés par la Constitution. Et vous savez ici que la Constitution est sacrée. On n'est pas dans des pays où la Constitution, on se lève le matin, on change la Constitution. Non, ce n'est pas comme ça ici. Et donc, un immigrant, est-ce qu'il a des droits, est-ce qu'il a des recours? Alors, il doit manifester s'il est dans une situation de discrimination. Évidemment, le 7 juin, il fallait saisir l'Assemblée nationale pour que le gouvernement change et mette en place certains outils pour favoriser un peu tranquillement l'élimination de toute forme de discrimination. Même si nous avons déjà des instruments... Une manifestation pacifique, si vous voulez dire. Voilà, ce n'est pas pour aller casser les fenêtres de l'Assemblée nationale. Et deuxièmement, un policier qui abuse de son pouvoir, ce n'est plus dans l'exercice de son pouvoir. On a une protection aussi au niveau de la Charte canadienne sur un exercice abusif du pouvoir de l'État. Alors le policier doit agir dans les limites de ses fonctions. S'il en abuse, il n'est plus dans les limites de ses fonctions. Et pour ce faire, il est dans l'abus. Et tout abus est punissable. Quels sont les recours? Alors, si les policiers, d'abord, il y a d'abord un recours en déontologie policière. Vous avez une commission de droits de la personne et une commission de droits de la personne à Québec que vous pouvez saisir pour toute discrimination. Vous avez aussi, si vous avez subi un dommage physique, que c'était passablement un acte criminel, ben vous pouvez aussi porter plainte contre un policier à la police. Vous avez aussi la possibilité de faire en sorte que vous réclamez des dommages et intérêts si vous avez subi un préjudice matériel, moral ou toute autre forme de préjudice. Donc, nous avons des tribunaux. Alors, faites attention, ne pensez pas que parce que vous êtes un immigrant, que vous n'avez pas le droit de poursuivre quelqu'un qui porte une tenue de policier. Demandez conseil, et si vous avez des poursuites à faire, ben, demandez à un avocat qui est en touche de saisir la cour pour vous. Alors, mes chers amis, chers spectateurs qui écoutez, tout immigrant comme moi, vous comprenez qu'on a toujours des possibilités de recours. Et là, on parlait bien sûr de la discrimination policière systémique et tout, qui touche bien sûr l'immigration. Alors, parlant d'immigration, on ne pourrait pas conclure, maître, sans faire allusion à ce problème de PEC. C'est aujourd'hui un secret de polichinelle que le PEC a dérangé, que le PEC dérange et que le PEC peut-être dérangera toujours. Alors, notre nouvelle ministre, Madame Nadi Giraud, a fait une proclamation, une déclaration dernièrement avec une petite modification sur le PEC qui d'ailleurs, selon certaines personnes, ne change en rien la raison pour laquelle on s'insurgeait. Alors, ma question pour vous, maître. Maintenant que le PEC a été proclamé, a été accepté et déclaré par la ministre de l'Immigration, on peut s'attendre à quoi? Les dispositions du PEC sont rentrées en vigueur le 22 juillet. Et la loi est dure, mais c'est la loi. Donc on a perdu la bataille. Mais vous savez qu'entre la mise en place des nouvelles dispositions et son application, il y a toujours un deux mondes. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que cela va arriver à fonctionner? Est-ce que ça va répondre aux objectifs? Je vous ai toujours dit depuis longtemps que je ne voyais pas en quoi
la réforme était nécessaire, ce n'était que de compliquer les choses. Vous vous rappelez, l'ancien ministre avait aussi, c'était adopté aussi son changement, mais ça avait été annulé par le Premier ministre, abrogé, si j'utilise le terme juridique. Qu'est-ce qu'on s'entend à quoi? Pour l'instant, alors on est pris avec pour l'instant, les étudiants n'auront plus leur diplôme, leur CSQ, Certificat de sélection du Québec, dans les 20 jours qui suivent l'obtention, le dépôt de leur demande, mais également, ils ne pourront même pas l'avoir après les études. Ils doivent travailler. Vous travaillez dans certaines catégories 0A ou B. Si ce n'est pas 0A ou B, mais il faut que ça soit en lien étroit avec votre formation. Je souhaite bonne chance aux étudiants, mais je trouve ça très laborieux dans un pays ou dans, excusez-moi le terme, dans une province où l'intégration à l'emploi n'y est pas. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit, moi par exemple, si j'avais été dans ces possibilités qu'après mes études, j'avais une porte ouverte, ça serait facile. Je comprendrais que le Québec intègre suffisamment pour que tout le monde qui finirait ses études, je prends un exemple en bijouterie, aura tout de suite un emploi et puis, vous comprenez? Mais les gens qui cherchent un stage, combien sont-ils à ne pas avoir de stage? Juste à l'étape du stage. Je vous laisse, vous verrez les commentaires après. Les travailleurs, écoutez, certaines catégories n'auront plus de résidence permanente. Alors, il faut être classé 0A ou B dans la classification et il faudra travailler 24 mois. C'est plus une année. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne, en travaillant plus de 12 mois, sera plus intégrée que celle qui a travaillé 12 mois? Vous comprenez? Je ne sais pas qu'est-ce que le ministre recherche, mais en 12 mois, les gens peuvent être suffisamment intégrés. D'autant plus qu'après, ils n'auront pas la résidence immédiatement. Ils vont continuer à être travailleurs. Donc l'intégration continue. Et même quand on est résident permanent, on continue à être intégré. Même quand on est citoyen, il y a toujours des choses qu'on n'a pas. Alors c'est très laborieux. Et ce qui est triste, c'est que quand ils disent que ces catégories qui ne sont pas 0 ou B vont passer par le programme régulier de Arima, mais ce programme est mis en veilleuse. Le ministre, ça ne fonctionne pas. Le 18 juin, on sélectionne 7 personnes. Vous savez combien de candidatures qu'il y a? Et ils disent qu'ils veulent aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur. C'est tout à fait faux. Ils n'ont qu'à dire qu'ils veulent resserrer. Mais bon, écoutez. Est-ce que c'est pas qu'ils essayent peut-être de valider leur promesse des élections? Ils ont des électeurs à qui ils veulent faire plaisir. Mais cette loi aussi ne fait pas plaisir d'autres électeurs. Qu'est-ce que la population va finir par décider? Les immigrants sont de plus en plus nombreux et en tout cas le Parti québécois en sait quelque chose. L'immigration est toujours, à chaque élection, tant au fédéral qu'au provincial, est une question, c'est un enjeu. Alors, je souhaite vraiment que ce changement fonctionne, mais je sais déjà qu'il y a beaucoup de récriminations au niveau de Olimel qui parlait déjà de ces travailleurs. Ces gens qui sont arrivés ou qui vont venir, sachant que leur travail ne leur permettra pas d'avoir la résidence permanente. On nous dit que les préposés, ce sont les anges gardiens. Mais ils ne peuvent même pas demander de résidence permanente. Même s'ils travaillent 50 ans comme préposés, ça ne leur donne pas de l'expérience québécoise. Alors, pour terminer complètement, un conseil à tous ceux qui nous écoutent là maintenant par rapport à cette situation, si vous voulez vous adresser à eux? Je trouve que c'est regrettable, mais écoutez, moi, dans ma qualité d'avocat, je dois donner les conseils en fonction de la loi qui est en vigueur. Alors, c'est un changement majeur, mais il faudra tout simplement avoir les bonnes informations, puisque le système a changé, il faut s'adapter. S'il demeure ainsi, écoutez, on va fonctionner avec, on n'a pas le choix. En tant qu'avocat, je ne peux pas aller à la contre de la loi, malheureusement. Donc la loi est dure, mais c'est la loi, on va s'y conformer. Donc tout le monde doit s'y conformer. Alors, chers spectateurs, vous avez sûrement trouvé le temps très court, mais on va vous revenir avec d'autres capsules sur d'autres thèmes, sur d'autres points. Et pour aujourd'hui, c'était le point sur la discrimination, sur l'immigration, le lien et bien sûr le PEC. Si vous avez besoin d'autres informations ou alors si vous avez un problème particulier, vous pouvez bien sûr écrire à Maître Mvanira ou alors écrire à Diaspora Interaction. Nous ferons le suivi avec Maître et il va vous répondre immédiatement. Et ainsi, bien sûr, il vous accompagnera dans votre processus de légalisation. Alors, Maître, de quoi on parle la prochaine fois? Sujet très attendu, c'est qui guette les résidents permanents.
Alors, ce n'est pas encore la médaille d'or, la résidence permanente. On peut la perdre. Et dans quelles conditions? On en parle. Alors, vous qui vous dites que vous êtes loin des problèmes parce que vous êtes résident permanent, vous pouvez perdre votre résidence. Dans quelles conditions? On en parlera. Comment la récupérer? On en parlera. Et qui contacter? Je pense que vous avez la réponse. En attendant, bye bye.